suis pas un traître. Je suis un patriote, fatigué de voir son sang couler pour des comptes bancaires à l'étranger. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est le secret le plus lourd de ma carrière. Si mes supérieurs apprennent que je parle, ils me feront disparaître comme tant d'autres. On vous parle de souveraineté à la télévision, on vous parle de défense de la patrie dans les discours officiels. Mais la réalité que j'ai vécue est une insulte à chaque soldat qui tombe au front. Pendant plus de 6 mois, j'étais le chauffeur personnel d'un haut gradé à Goma. Un homme dont le nom fait trembler les colonels. Chaque mardi, à 2 heures du matin, le rituel était le même. On ne prenait pas les jeeps militaires immatriculés. On utilisait une voiture civile banalisée, aux vitres teintées noires. On quittait la résidence discrètement, sans escorte, pour ne pas attirer l'attention. Direction la frontière, vers la zone qu'on appelle la petite barrière. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que la frontière n'existe pas pour les chefs. À cette heure-là, les gardes congolais savaient qu'ils devaient regarder ailleurs. Mais le plus incroyable, c'est que de l'autre côté, les militaires rwandais nous attendaient. Pas avec des fusils, mais avec des salutations respectueuses. On traversait comme si on entrait dans notre propre jardin. Mon général descendait de la voiture avec une mallette en cuir noir. Il entrait dans une villa discrète, située juste après la frontière, à Gisenyi. Je restais dans la voiture, à fumer, pour calmer mes nerfs. Je voyais des officiers rwandais sortir de cette maison en riant avec lui. Ils ne se battaient pas, ils planifiaient. Ils s'échangeaient des dossiers et des cartes géographiques. Une fois, j'ai dû entrer pour lui apporter son téléphone qu'il avait oublié sur le siège. J'ai entendu une phrase qui restera gravée dans mon cerveau pour toujours. Le général rwandais disait à mon chef que la zone de Rutshuru devait rester grise. Il disait que si l'armée congolaise avançait trop vite, cela briserait leurs accords miniers. Mon général a répondu qu'il allait ordonner un repli tactique, le lendemain. Il a promis que les troupes manqueraient de munitions au moment crucial. Le lendemain, j'ai vu les rapports officiels parler d'une attaque surprise de l'ennemi. J'ai vu les corps de mes frères d'armes revenir dans des camions bâchés. Ils n'avaient aucune chance, car leur propre chef avait vendu leur position la veille. Ce n'était pas de la malchance, c'était un assassinat organisé. Chaque voyage au Rwanda me rapportait une prime de 500 $. C'est le prix de mon silence et de ma complicité. Mais chaque dollar me brûlait les mains comme du charbon ardent. Je voyais mon général acheter des concessions à Kinshasa et des appartements à Bruxelles. Pendant ce temps, mes hommes au front mangeaient du maïs grillé une fois par jour. Les chaussures de nos soldats sont trouées, mais les chaussures de ville de nos généraux coûtent le salaire annuel d'un sergent. La rivalité entre les chefs d'Agoma est une comédie. Ils font semblant de se disputer pour le commandement des opérations. Mais en réalité, ils se battent pour savoir qui aura le plus gros contrat avec les acheteurs de l'autre côté. La guerre à l'Est est une immense machine à laver l'argent sale. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la guerre se termine. Si la paix revient, ils deviennent des officiers ordinaires, sans budget de souveraineté.